Donc sur le numérique, quel est son impact et qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc j'ai écrit 5 parties sur le plan, mais en fait il y en a deux. Il y a une partie constat et une partie solution, en gros, qui est divisée en petits morceaux. Du coup, sur le numérique, quel est son impact? En fait, euh, parfois on présente le numérique comme une solution pour avoir une économie dématérialisée, une économie de la connaissance, quelque chose qui pourrait permettre d'obtenir la croissance infinie que les économistes veulent, enfin, dont ils rêvent. Et, euh, et en fait, bah, si on est là aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment vrai. Le numérique n'est pas du tout immatériel. Là, je vous cite une étude de greenIT.fr qui est un peu la référence sur le sujet en France, sur le sujet du Green IT. On voit, donc là, c'est une étude qui est faite au niveau mondial, qui prend une démarche typique d'ACV, donc une ACV du screening, légère, mais au niveau mondial avec plein de données. On voit que le numérique représente 4% de la consommation d'énergie, à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, un impact en eau qui est existant, etc. 4% des émissions de gaz à effet de serre, ça n'a pas l'air énorme, mais c'est 2 fois l'aviation civile. Donc en gros, l'avion qui pollue beaucoup, on se dit on a honte de partir en vacances parce qu'on pollue avec l'avion. En fait, le numérique, c'est 2 fois ça. C'est un impact aussi qui est en croissance exponentielle, entre 2 fois 2 et fois 3 tous les 15 ans selon les indicateurs. Donc dans un monde où on doit décroître, on doit faire décroître en tout cas les consommations de ressources et les émissions de polluants, avoir un secteur qui est en croissance exponentielle, ça colle pas. Il y a quelque chose à faire. Alors cet impact, il est situé où? Il est situé, alors, il y a une idée reçue de plein de gens quand ils pensent au numérique, ils se disent ça doit polluer quelque part, ils pensent au data center. Ils se disent les grandes salles avec plein de serveurs, les climatisations, ça consomme pas d'électricité, forcément c'est ça qui pollue le plus. En fait, l'impact est surtout au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire nous, moi, vous, avec vos ordinateurs aujourd'hui qui vous permettent de m'écouter et moi de parler. C'est entre les 2 tiers et les 3 quarts des impacts sont du côté des utilisateurs, ensuite les équipements réseau et ensuite les data centers. Parce qu'en en fait, c'est divisé, l'impact des data centers, il est mutualisé entre les clients. Il y a 200 fois plus de terminaux côté client que côté serveur. Donc rien que par la multiplication, c'est surtout les utilisateurs. Et l'impact, il est surtout à la fabrication des terminaux, parce qu'une fois qu'ils sont fabriqués, ils consomment de l'électricité. Donc là, selon les pays, c'est plus ou moins impactant. Donc, un mix électrique français, par exemple, en tout cas, le mix électrique français n'est pas le pire du monde, loin de là. Mais et par contre, la fabrication, en fait, il faut faire plein de choses pour fabriquer un smartphone ou un ordinateur portable, et ça pollue énormément. Bilan ressources, forcément les ressources au niveau de l'utilisation, il n'y en a pas beaucoup. Bilan émissions de gaz à effet de serre, c'est l'électricité, et c'est beaucoup à l'utilisation, à la fabrication, pardon. À l'utilisation aussi, c'est le 66 ici, il est plutôt bon signe, ça veut dire que les équipements sont utilisés assez longtemps pour être rentabilisés. Ça, c'est au niveau mondial et ça comprend les équipements clients et serveurs. C'est pour ça que l'utilisation au niveau euh, gaz à effet de serre est assez haute. Donc, comme je disais, pour fabriquer un device high-tech, il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de matériaux. Là, par exemple, il y a une petite cartographie qui n'est même pas exhaustive de tout ce qu'il y a dans un smartphone. Donc, il y a pour la batterie du lithium, du cobalt, pour l'électronique, du cuivre, de l'or, toutes sortes de conducteurs. Il y a aussi des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, comme du dysprosium, du terbium, etc. Tous ces composants, toutes ces matières, il faut les transformer en composants. Donc, il faut aller chercher du minerai au fond des mines avec de l'énergie, du pétrole pour creuser. Il faut raffiner le minerai avec de l'énergie, il faut le concasser, utiliser des réactions chimiques avec des catalyseurs pour extraire la matière qui nous intéresse dans le minerai, transporter tout ça, faire des alliages pour faire des composants, transporter les composants, les assembler avec encore du transport, ramener tout ça dans la boutique. Ce qui fait qu'un smartphone, par exemple, quand vous l'achetez dans son carton, rien que les émissions de gaz à effet de serre, sans parler d'exploitation des ressources, les émissions de gaz à effet de serre, il y a déjà 90% quand vous l'achetez, avant de faire quoi que ce soit avec, qui sont déjà faites. Dans toute la vie du smartphone, 90% des émissions de gaz à effet de serre sont déjà faites à la fabrication. Et bien sûr, il y a toutes ces ressources que vous voyez là à l'écran en couleur, toutes ces ressources-là qui sont utilisées et du coup qui s'épuisent. Là, je vous ai mis un graphique qui montre le nombre d'années de réserves rentables de différentes ressources. Il y a par exemple 18 ans de plomb qui restent, ou 37 ans de cuivre. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est la durée de vie des réserves rentables. Donc ça veut dire que sans augmentation de prix, on a 18 ans d'or. Mais en fait, si on continue à exploiter la ressource à ce rythme-là, l'or va devenir plus cher et on en aura encore. Par exemple, ça fait 50 ans qu'il reste 30 ans de cuivre.
Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il faut creuser plus profond, donc utiliser plus d'énergie pour avoir du cuivre. Le minerai est de moins bonne qualité, du coup, il faut utiliser plus d'énergie et plus de produits chimiques pour transformer le minerai de cuivre en cuivre de bonne qualité. Et ça devient de plus en plus cher et de plus en plus coûteux. Et là, à droite, vous avez, je ne vais pas les lire, mais c'est des citations de l'ADEME, c'est vraiment le papier de l'ADEME que j'ai lu en bas, j'ai pas changé une virgule, qui nous dit, effectivement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur Terre, il en reste encore beaucoup sans doute, par contre, ça va être de plus en plus dur d'aller les chercher, il va y avoir des pénuries très bientôt, le recyclage ne suffira pas, et à bout d'un moment, ce sera tellement dur d'aller chercher les ressources qu'on ne pourra plus le faire parce qu'on n'aura pas les moyens énergétiques et techniques de le faire. Donc toute cette pollution et cette exploitation de ressources, elle est pourquoi? Oui, sans compter les aspects sociaux, donc les gens qui vont chercher ces ressources ou qui fabriquent les téléphones n'ont pas forcément de bonnes conditions, et géopolitique où il y a des pays qui ont des monopoles sur certains produits qui s'utilisent à des fins politiques. Tout ça Raphaël, pourquoi? Oui. je te coupe juste une seconde. On nous demande si tu peux augmenter un tout petit peu le son de ton micro. Je suis pas sûr d'avoir. Alors, je peux regarder si j'ai dans les préférences moyen de le faire. Sinon, je peux essayer de me rapprocher de l'ordinateur au pire si ça marche pas. Ouais, Alors, niveau d'entrée, oui, je peux augmenter. Est-ce que c'est mieux? parfait. Pour moi, c'est D'accord, bon. parfait. Ok, merci. C'est Hervé qui nous dira. Oui, j'avais les slides en plein écran, du coup, je voyais pas les questions. Alors, le document, vous pourrez l'avoir. De toute façon, c'est que des données que je cite. Il y a pas beaucoup de contenu dans cette présentation-là, que c'est moi qui ai produit, donc tout est trouvable, il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez le document. Donc tout ça pourquoi, comme je disais, c'est un smartphone est gardé en moyenne maintenant 2 ans. Donc c'est quelque chose qui augmente, cette durée de vie augmente. À une époque, c'était 18 mois. Donc c'est quand même pas beaucoup, mais ça va dans le bon sens. Il y a aussi des usages si vous avez l'indispensable salière connectée ou le bouton qui permet de dire à Amazon que vous avez plus de Coca-Cola. Bon, ça, personne l'achète. Hein. Bon, enfin, il y a des gens qui l'achètent, mais c'est quand même vachement rare. Par contre, il y a aussi des usages où on se pose pas trop la question, mais par exemple, l'augmentation des nombres de pixels diagonales de télévision. Il y a plein de gens qui rachètent des télévisions alors que la leur fonctionne parfaitement et qui trouvaient l'expérience de HD très bien, enfin excellente il y a quelques années, mais ils achètent du 8K ou du 4K ou du 3D parce que il y a une pression marketing, un côté statut social, etc., d'avoir une belle télé, etc. Alors qu'en fait, l'appareil fonctionne parfaitement. Ou bien voiture autonome aussi, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, mais en fait, ça consomme des terras de données, ça produit des terras de données chaque heure. Une voiture autonome, ça communique au niveau réseau avec les autres voitures autonomes, avec les équipements sur la route, parce qu'il faut aussi des équipements, genre les feux rouges, ils ont muni d'antennes pour parler aux voitures, etc. Donc il y a l'électronique embarquée, il y a plusieurs ordinateurs, des radars, des lidars, et tout ça, ça va consommer des ressources, que ce soit au niveau réseau, au niveau matériel, pour produire tous ces appareils. Et c'est des choses de généralisation des voitures autonomes, ça consommerait énormément de ressources, ces ressources dont je parlais tout à l'heure, qui font le high-tech. Donc voilà, il y a aussi une explosion des devices, sans compter aussi les pays émergents qui s'équipent, où on a les usages qui tirent une consommation numérique, qui tire de la pollution. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait du logiciel depuis toute ma carrière. Je pense que vous aussi, qui m'écoutez aujourd'hui, parce que Malte est plutôt à ce niveau-là, mais pas que. Sinon, vous aurez aussi de quoi être intéressé dans ce que je vais présenter par la suite. Donc le logiciel, il contribue à ce problème en poussant les terminaux à l'obsolescence. C'est-à-dire on a tendance à créer des logiciels qui sont de plus en plus gourmands en mémoire, en ressources CPU, etc., ce qui fait ramer les terminaux clients. Et du coup, les gens se disent, bah, il n'y a plus moyen de faire tourner Word sur mon ordinateur, du coup, il faut que j'en rachète un. Alors que l'ordinateur fonctionne très bien, aussi bien qu'il y a 5 ans ou 10 ans, quel que soit l'âge qu'il a, c'est les logiciels qui ont changé. Là, par exemple, c'est les captures d'écran qui viennent de mon ordinateur, celui avec lequel je parle aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais au collège, j'avais un IBM Aptiva chez mes parents qui avait 56 mégas de mémoire, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est pas tout à fait ça, mais c'est hors de grandeur là. Et j'avais Word dessus. Il y avait Microsoft Word qui faisait des documents texte avec des couleurs, des images. On pouvait souligner, mettre en gras, imprimer. Aujourd'hui, j'ai Microsoft Word sur mon MacBook qui permet de faire des documents texte, mettre en gras, mettre des couleurs, souligner, imprimer, mettre des images. Et il fait 3 fois la mémoire. Il utilise 3 fois la mémoire de la machine d'il y a 25 ans, juste pour un seul document. Firefox, que j'avais ouvert aussi, là, il y a des onglets je pense que c'est des onglets, mais en tout cas, il y avait 300 mégas, 500 mégas pour des onglets pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et le web a le même problème.
Là, on a une page, c'est un blog, c'est un article. Donc, il y a un document HTML, une CSS, quelques images de décoration. Et la page fait 403 requêtes. C'est-à-dire, un document HTML, une CSS, quelques images, si on arrive à 20 requêtes, déjà, 403 requêtes, 6 mégas de données, qu'est-ce qu'elle fait cette page? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, forcément, ça fait ramer les terminaux. Alors, sur ma machine à moi, c'est pas forcément sensible, mais il y a des machines où c'est sensible et les gens se disent, ça va pas, je peux pas aller sur Internet, il faut un nouvel ordinateur. Et du coup, ça pousse à l'obsolescence et ça pousse à consommer du numérique. Du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, je le redis, et c'est vraiment, si vous devez repartir avec une seule idée aujourd'hui, c'est celle-là. Le plus impactant, c'est la fabrication des terminaux des utilisateurs. C'est le premier levier pour réduire l'évolution du numérique, l'impact du numérique, c'est de augmenter la durée de vie des terminaux des utilisateurs et réduire le nombre de terminaux dont ils ont besoin, qu'ils utilisent. Côté serveur, on peut faire des choses aussi, qui sont surtout utiliser moins de ressources serveurs pour utiliser moins de serveurs, moins d'électricité aussi, parce que les serveurs, contrairement aux terminaux clients, sont utilisés 24 heures sur 24. Du coup, leur consommation d'électricité est plus importante par rapport à leur fabrication. On est à peu près sur du 50-50 en ratio. Donc, c'est intéressant aussi de consommer moins d'électricité. Et stocker moins de données, ça fait moins de disques durs, du coup, moins de matériel utilisé. Donc, comme souvent dans le logiciel, c'est avant d'écrire des lignes du code que l'essentiel se fait. On a déjà plein de choses qui sont structurées avant. Enfin, on peut optimiser une fois qu'on arrive à la réalisation technique, on peut optimiser, mais il y a déjà des décisions qui sont faites en amont qui impactent énormément ce qu'on peut faire. Par exemple, c'est très difficile de construire un logiciel simple, économe, sobre, quand il y a plein de fonctionnalités dans tous les sens, que le design, il y a plein de composants, il y a plein d'animations, il y a plein d'interactions. Forcément, tout ça, ça se retrouve quelque part et c'est compliqué de faire quelque chose de léger quand le design est très lourd. Là, vous avez deux exemples de sites qui ont réussi grâce à une ergonomie, un design léger, sobre et une ergonomie exemplaire. Je n'ai pas d'action ni chez Google ni chez Capitaine Train, mais c'est des exemples. Pour ça, j'aurais pu prendre autre chose. Google, à l'époque, il y avait des portails comme Yahoo, Lycos, etc. Il y avait plein de choses dans tous les sens et les gens ne se retrouvaient pas, etc. Ils ont fait juste un petit champ de recherche avec un logo et un bouton. Les gens trouvaient tout de suite ce qu'ils cherchaient et c'était plus léger, c'était plus pratique. Capitaine Train, un peu pareil, ils ont fait vaciller par SNCF avec une UX qui était vraiment qui est toujours vraiment très bonne avec on trouve tout de suite, on fait la recherche, c'est simple, c'est propre, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de push commerciaux, etc. qui viennent perturber la navigation, c'est efficace. Sur les fonctionnalités, il y a souvent un problème dans la gestion d'entreprise, dans les projets informatiques, d'ailleurs tous les projets j'imagine, c'est qu'il faut toujours ajouter des fonctionnalités pour pouvoir continuer à faire tourner le projet, parce que si on maintient un projet avec une équipe et qu'on ne fait rien de nouveau dedans, quelque part, il manque quelque chose, on se dit organisationnellement, ça ne va pas, il faut toujours qu'il y ait un backlog de nouvelles choses à faire, alors qu'en fait, on pourrait très bien améliorer l'existant, optimiser, de temps en temps rajouter un petit truc, ou fusionner deux choses, si on rajoute quelque chose, fusionner avec une autre, ou enlever une autre fonctionnalité. On a tendance à toujours accumuler, à faire grossir toujours plus, et c'est impossible de rester léger quand on a toujours plus. Un truc qui est fréquent, si on commence à analyser, donc j'ai fait plein de fois, si on commence à analyser les sites, qu'est-ce qui ne va pas dans les sites web? Souvent, ça vient des publicités, des trackers, des analytics. Là, c'est le même blog que tout à l'heure, c'est la même machine, le même jour. J'ai réactivé mes bloqueurs de publicité et de mouchards sur mon navigateur. J'ai rafraîchi la page, c'est peut-être pas le même article, mais c'est pareil. Et je passe à une centaine de requêtes. C'est toujours un craquage par rapport à ce qu'affiche le site, mais c'est déjà beaucoup plus raisonnable et 1 méga de données. Donc c'est un truc auquel il faut faire attention. Si vous avez plusieurs régies d'analytics, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut challenger. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir 4 analytics, on ne peut pas en avoir qu'un. Voilà. Le contenu multimédia est beaucoup plus coûteux en bande passante et donc en ressources clients, et serveurs, etc., que du texte, par plusieurs ordres de grandeur. Du coup, si c'est possible, fournir une version texte des contenus multimédia, ça permet aux gens qui préfèrent le texte, comme moi par exemple, de lire le texte. C'est aussi bon pour le SEO et pour l'accessibilité, donc c'est tout bénef. Maintenant, je vais voir s'il y a des choses qui sont... alors je regarderai les questions après. On va rentrer un peu plus dans la technique. Donc si personne n'a de problème technique justement pour m'entendre et tout ça, je continue à avancer. Sinon vous m'interrompez. Donc côté client, comme je disais, c'est là qu'on a le levier
l'impact est surtout à la fabrication des terminaux utilisateurs. Donc, le levier le plus important, c'est faire des fronts légers. Donc, moi, j'ai surtout parlé de web parce que c'est ce que je connais mieux, mais ça s'applique aussi, le même principe s'applique aussi sur les applications mobiles ou autres. Donc, ça veut dire supporter les vieux machins. Ça veut dire, par exemple, là, c'est les stats que j'ai pris pour la France entre janvier et novembre 2019. Il restait 4,37% d'IE11. Donc, des gens qui font tourner IE11, ils sont probablement soit coincés dans une bureautique dystopique, centre d'appel, ou choses de ce type, soit c'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et qui ont gardé le navigateur d'origine sur un vieil ordinateur, en tout cas, ce qui est maintenant considéré comme un vieil ordinateur. Donc, ça serait bien que pour eux, on ne les pousse pas à changer de machine si elle fonctionne bien, ça leur convient. Le BlackBerry, bon, c'est un peu de la provoque, mais quelque part, on pourrait dire un appareil qui a 10 ans mais qui fonctionne toujours. Enfin, il fonctionne toujours. Pourquoi on ne pourrait pas, à l'époque, on pouvait aller sur Internet avec un BlackBerry, il y a plein de gens qui le faisaient. Pourquoi aujourd'hui, un site ne devrait pas marcher sur un BlackBerry? Donc, il y a une démarche de design et de réalisation technique qui adresse ce sujet, c'est Mobile First. La promesse, c'est de se dire, si vous concevez d'abord vos applications, vos sites pour des terminaux avec des tout petits écrans, qui ont très peu de puissance système, CPU, mémoire, etc., sur un réseau faible, Edge, forcément, si vous faites en sorte que votre appli, votre site fonctionne bien sur ces terminaux-là, dans ces conditions-là, forcément, ça marchera bien en Wi-Fi sur le dernier Samsung, le dernier iPhone, parce que ça sera forcément performant. Donc, et en plus, ça oblige à se focaliser fonctionnellement sur les fonctionnalités essentielles. Par contre, ça ne marche pas si vous êtes justement en Wi-Fi sur des Samsung, même si c'est un terminal mobile, parce que vous avez de la puissance. Donc il faut vraiment, la promesse de Mobile First, ça se réalise en testant là où il y a le plus de contraintes. Je ne vais pas faire tout parce que j'ai pas le temps, mais pour faire quelque chose de léger et d'efficace, il faut faire quelque chose de performant. Donc toutes les checklists, il y a plein de checklists de performance web ou si c'est des applis mobiles que vous faites, des applis mobiles, que vous pouvez regarder. Alors, tout le monde connaît les trucs de performance web, si on fait du web depuis quelques temps, mais personne n'applique tout le temps. Il y a toujours au moins une pratique que vous n'avez pas, donc vous pourriez dire, est-ce qu'on l'a bien fait, ça, c'est bon. Donc, il y a plein de checklists, regardez-les, checkez que vous utilisez bien, que tout est bien minifié, tout est bien compressé, qu'il y a peut-être un CDN à mettre en place, est-ce que les caches sont bien configurées partout, tout ça. C'est des choses à checker et ça rapporte énormément. Le choix des technologies. On a un peu un réflexe maintenant dans le monde du dev front de dire on met un framework. Après, il y a le bataille, on met du Vue, on met du Angular. Et est-ce qu'il y a besoin d'un framework finalement? Si l'appli est très simple, qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, que ça pourrait être du contenu généré, voire du contenu généré dynamiquement côté serveur, voire du contenu généré statiquement qui est mis sur un CDN. Et tu n'as pas besoin d'un framework pour faire ça. Donc, générer quelque chose avec Jekyll, c'est possible. Un WordPress, s'il n'y a pas besoin de back-office, pas besoin de WordPress. S'il n'y a pas de... Même, il y a même des techniques maintenant pour avoir un WordPress et générer un site statique qu'on met sur un filer. Donc, il y a plein de choses, il y a plein d'architectures possibles qui sont plus légères qu'un framework JS. Je mélange un peu client-serveur là dans ce que je viens de dire, mais si vous connaissez un peu la technique, vous comprenez le sujet. Donc, bien choisir cette techno selon les besoins du client, du projet, parce que la mode veut pas dire, c'est pas parce qu'un truc, on en entend beaucoup parler sur les blogs techniques, que c'est ce qu'il faut appliquer sur le projet, parce que c'est peut-être juste pas nécessaire. Côté serveur, donc, côté serveur, c'est le grand 2. D'abord, réduire côté client pour faire en sorte que ça ne rame pas. Côté serveur, ensuite, on est sur utiliser moins de ressources serveurs pour consommer moins d'électricité et consommer moins de terminaux serveurs. Là, vous n'êtes pas du tout obligé d'être compatible avec quoi que ce soit, vous pouvez être à jour partout. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne idée parce que, alors j'ai mis Node et Java parce que je les connais, mais je suppose que c'est pareil pour à peu près toutes les stacks. Il y a, avec chaque nouvelle version de ces outils-là, des petites mises à jour de performance, quelquefois avec une option à passer, etc. Mais il y a toujours des choses à faire. Il y a aussi des technologies qui ont des promesses. Alors je m'intéresse surtout aux promesses, pas des promesses pour les développeurs, mais des promesses de performance, d'efficience. Tout ce qui est message driven, Jamstack, tout ce qui est non bloquant, réactif, c'est des choses qui promettent de la performance. Donc si c'est bien réalisé, ça permet d'économiser des ressources. Vos applications, elles sont peut-être optimisées. S'il y a peut-être des tests de charge, peut-être du monitoring, vous pouvez dire, ah là, il y a beaucoup de marques utilisées, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas une fuite? Donc, des choses à regarder. Alors, encore une fois, c'est un survol aujourd'hui, parce que c'est une présentation courte, mais on pourrait rentrer dans les détails, en parler pendant des heures. Sur les données,
un truc qu'on se pose pas souvent comme question, c'est combien de temps cette donnée-là va durer. Souvent, on enregistre la donnée, paf, on le met dans la base, et on se dit, OK, c'est bon, elle est enregistrée, la fonctionnalité fonctionne, on peut créer des comptes, créer des documents, etc. Et on se dit pas, OK, quand est-ce que c'est obsolète? Alors qu'en fait, au bout de 3 ans, par exemple, ça dépend de la fonctionnalité, bien sûr, mais au bout de 3 ans, peut-être que ça ne sert plus à rien. On peut peut-être enlever cette donnée. Et si on ne fait pas tout de suite dès la conception, dès la première implémentation, OK, au bout de tant de temps, la donnée s'en va, parce qu'elle est plus nécessaire, la base de données reste petite et on utilise moins de ressources. Donc c'est plus performant. Aussi, pareil, choix des technologies, faire attention à est-ce que c'est parce qu'on en parle sur les blogs techniques, c'est quelque chose que je dois utiliser tout de suite ou pas. C'est des sujets compliqués, l'architecture, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que introduire tel pattern d'architecture ou telle technologie va être bénéfique ou pas? C'est des questions à se poser avec beaucoup de profondeur et sans forcément aller vers le hype. Le cloud, j'ai fait un slide exprès sur le cloud, c'est a priori, de loin, on se dirait, mais en fait, on mutualise, donc c'est forcément bon. Et là, avant, on avait peut-être 4-5 serveurs utilisés à 10%, maintenant on en a un seul qui est utilisé à 80-90%, ça consomme moins de ressources. Le problème avec ça, c'est l'effet rebond, c'est le fait que comme c'est facile d'utiliser les ressources, on a tendance à en utiliser plus, parce que humainement, classiquement, il n'y a plus de limite, rien n'incite à optimiser, rien n'incite à s'arrêter à utiliser moins. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on va sur le cloud, d'ailleurs, c'est pour pouvoir dire, bon, il y a plus d'utilisateurs, bon, on rajoute des serveurs, on rajoute de la mémoire, c'est pas grave, ça coûte juste un peu plus cher, ça prend 3 clics et voilà. Mais en fait, du coup, on est moins incité à optimiser et on consomme plus de ressources que nécessaire. Alors, tout ce que je viens de raconter, ça a des conséquences positives qui ne sont pas que écologiques et qui font, en fait, c'est toutes les bonnes pratiques convergent parce que là, en fait, finalement, je l'ai attaqué sous un angle consommer moins de ressources, pas pousser les terminaux à l'obsolescence, qui est un angle écologique, mais en fait, toutes ces pratiques-là sont des pratiques que vous avez sûrement vues ailleurs, qui permettent de faire des économies de ressources côté serveur, ça veut dire que c'est moins cher à niveau cloud, qui permettent d'avoir des applications plus performantes, soit côté client, côté serveur. En faisant attention à votre UX, au contenu texte, etc., vous améliorez l'accessibilité, vous améliorez le SEO. Les performances côté client, c'est pris en compte par les moteurs de recherche, donc si votre site charge plus vite, le SEO est meilleur. Les clients sont contents parce que si ça marche bien, si c'est rapide, que l'UX est intuitif parce qu'on a fait attention au design, les clients sont contents, ils sont plus fidèles, ils reviennent sur le site. Et réduction de la fracture numérique, comme je disais tout à l'heure, les gens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, ils ne vont pas acheter le dernier Samsung ou le dernier MacBook, ils vont acheter des terminaux seconde main qui rament, qui sont peut-être usés, qui vont ramer avec le logiciel récent. Donc ils ont double peine, c'est non seulement ils ne sont pas à l'aise avec l'outil, mais en plus pour eux ça rame. Du coup, si déjà on fait en sorte que ça rame pas trop, on contribue à réduire la fracture numérique. Donc en fait, il y a une convergence des bonnes pratiques qui fait que on fait le bien de plein de façons différentes. Et donc c'est ma conclusion et je vais regarder quelles questions éventuelles on a dans le chat. Effectivement, il y a aussi l'aspect RGPD sur la suppression des données. Il y a même une contrainte légale sur les utilisateurs qui ne sont pas connectés, je crois que c'est 2 ans, doivent être supprimés. Donc oui, ça rejoint. Donc là, RGPD, c'est pas forcément pour toutes les données, c'est pour les données personnelles, mais oui, ça se rejoint totalement. Bien. Au revoir, Élise. Alors, il y a des organismes, pour évaluer les critères de conception, il y a des outils comme EcoIndex ou Ecometer qui sont entretenus par la communauté Green IT. D'ailleurs, il va y avoir une prochaine version d'EcoIndex auquel je vais contribuer, si tout se passe bien. Donc, je n'ai pas tout mis dans la présentation parce que ça aurait fait trop long, mais oui, ça existe. Et donc, EcoIndex, Ecometer, utilisez votre moteur de recherche préféré, vous les trouverez. Ok. Alors, on a une question de Bastien. Quelle technologie recommandez-vous pour optimiser les performances d'une application web qu'on vient de recevoir à l'instant? Alors, j'essaie de tout voir. Alors, un site qui fait des efforts pour réduire ses impacts écologiques, ensuite un site qui ne fait pas d'efforts, je vais vous trouver ça dans pas longtemps. J'essaie de tout lire avant de...
vais sélectionner les plus intéressantes. Oui, alors le reconditionnement, effectivement, amoindrit l'impact forcément, parce que ça augmente la durée de vie des terminaux. Plutôt que d'en racheter, on utilise un terminal qui est déjà existant, donc on en fabrique moins. Tout ce qui est les 5R, on réutilisé, réparé, recyclé, donc tout ce qui peut augmenter la durée des terminaux, les réparations, le reconditionnement, c'est une bonne chose. Alors, le mail, c'est pas un sujet intéressant parce qu'un mail, ça pèse très très peu. Un mail qui n'a pas d'image, qui n'a pas de pièce jointe, ça pèse 100 kilos et alors vous avez bien écrit un bon roman. Avec des pièces jointes, vous êtes à 2 mégas. Une heure de Netflix, si vous regardez une série sur Netflix, c'est 1 giga, ça fait 1 milliard d'emails. Enfin, c'est infime. Si vous voulez, enfin, pour que vous vous occupiez d'emails en espérant avoir un impact intéressant, il faut que vous soyez un mailer, que vous soyez main chief, quoi. Faut que, vous envoyez des milliards de mails, parce que un particulier qui s'occupe de ses emails, il consomme plus d'énergie à supprimer ses emails et à ses abonnés de ses newsletters qu'il économise en faisant l'action même. Niveau écologique, c'est pas intéressant, c'est tout petit. Donc le reconditionnement, c'est bien. La technologie, comme je disais, en fait, ça dépend. Il n'y a pas une technologie qui est reine. J'ai parlé de Jamstack, j'ai parlé de site généré, mais c'est un exemple. Selon les besoins de votre client, il faut aussi que ça marche. Enfin, quand vous faites une application, elle est légère et qu'elle est sobre, mais qu'elle ne répond pas aux besoins, c'est pas non plus intéressant. Donc, ce sera à voir au cas par cas. Comment se former? Il y a plein de choses, il y a plein de ressources. Donc, il y a greenactive.fr qui est une référence. Il y a le Shift Project qui a fait des rapports sur le numérique. Pour se former, il y a le collectif numérique responsable, l'équipe de Green IT qui fait des formations, que moi j'aurais suivi par exemple. Voilà, il y a plein de ressources, ça se trouve très facilement. Les webfonts, c'est plus. Alors les webfonts, si c'est des fonts qui sont à télécharger en plus, ben, ça fait des ressources en plus à télécharger. C'est pas forcément énorme si vous avez beaucoup d'images sur votre site par exemple, mais c'est toujours, enfin tout ce qui consomme plus de ressources, il faut se poser la question. Par contre, si c'est remplacer une image par une police de caractère, ça peut être intéressant, ça coûte moins de bande passante. Le dark mode, je pense que c'est alors avoir un écran sombre ou éclairé, je pense pas que ça change grand chose. Ça baisse un peu la consommation électrique du terminal, qui est déjà toute petite. La consommation électrique d'un ordinateur portable, c'est quelques watts. Enfin, votre grille-pain consomme plus. Si vous faites griller du pain tous les jours, vous consommez beaucoup plus. Donc ça change pas grand-chose. C'est vraiment la fabrication. Pensez d'abord la fabrication. La fabrication, c'était les 3/4 des impacts. Donc, c'est vraiment la première chose à regarder. Alors, il y a encore plein de nouvelles qui sont arrivées, donc je vais essayer de tout scanner et pas de faire chacune, sinon ça risque de prendre longtemps. Alors, que les grosses entreprises soient mises sous pression, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a des choses qui ont été faites, alors pas par moi, mais par la communauté Green IT en général. Il y a eu des projets de loi qui ont été soumis, etc. Donc il y a par exemple il y a des propositions de loi qui ont été faites et qui ne sont pas encore passées, mais comme par exemple obliger les constructeurs de logiciels à séparer les mises à jour correctives et applicatives, c'est-à-dire séparer les corrections de bugs des nouvelles fonctionnalités pour conserver des logiciels qui ne consomment pas plus de ressources. Il y a aussi tout ce qui est des terminaux réparables, qui là aussi une pression légale, mais c'est pas encore parfait. Comment justifier le surcoût? En fait, moi, c'est plutôt l'inverse que je vois, c'est que les clients, en fait, ils veulent que ça marche sur le maximum de terminaux. Donc, après, souvent, comme toutes les bonnes pratiques, c'est si on le fait dès le départ, ça coûte pas grand-chose. Si dès le départ, on se dit ça va marcher sur IE, j'ai vu ça 2-3 fois dans ma carrière, c'est les gens ils disent ok, on fait un nouveau design, ils testent sur Chromium et sur Firefox, et au bout de 2 mois de projet, il y a le chef de projet, le PO, enfin, peu importe qui dans l'organisation qui dit mais je comprends pas, les clients ils disent que sur IE 11, 6, 7, mais selon l'année, mettez la version que vous voulez, ça marche pas, les clients ils se plaignent. Parce qu'en fait, les clients ils utilisent ça. Et en général, c'est le développeur qui se dit mais ça c'est obsolète, je ne m'en occupe pas, alors qu'en fait les clients l'utilisent. Donc si on regarde tous les analytics et on dit ok bon bah ce navigateur là il faut le prendre en compte même si c'est relou, même s'il n'y a pas CSS Grid ou Flexbox et ben, dès le départ on le fait et c'est pas obsolète puisque c'est l'expérience actuelle des gens, il y a des gens qui l'utilisent, c'est pas obsolète. C'est obsolète quand plus personne l'utilise. Ok, c'est les specs d'il y a 2-3 ans du V3C, mais il y a 2-3 ans on les trouvait géniales. Pourquoi elles sont moins géniales maintenant?
Donc, c'est plutôt ce switch de position, c'est de se dire, les devs ils ont tendance à toujours vouloir le dernier truc d'il y a 6 mois, d'il y a un an, alors qu'en fait, le monde de la plupart des gens, même dans le numérique, il y a un petit peu plus d'inertie. Et donc, non, IE11 n'est pas obsolète, puisqu'il y a encore 5% des gens qui l'utilisent. Donc voilà, c'est pas obsolète, c'est obsolète quand personne n'utilise. Et c'est pas un surcoût. Si dès le départ on se dit il faut que ça marche sur IE11, on teste tout de suite sur IE11, il n'y a pas de surcoût vu que ça fait partie du développement de base. Peer-to-peer, c'est intéressant, mais je connais pas trop le sujet. Tout ce qui est publicité, moi, je pense qu'il faudrait s'en passer ou éviter beaucoup. Bon, ça, c'est un peu politique comme opinion. Clairement, trier les vidéos et les photos, c'est plus intéressant. Les mails, ça vaut pas le coup. Alors ça vaut le coup au niveau coût psychologique. Ça veut dire, ça fait du bien de faire le ménage. Je veux dire, j'enlève les newsletters, j'en supprime des emails, ça fait du bien. Ça n'a pas un impact intéressant au niveau écologique, mais ça fait du bien personnellement. Ça, c'est intéressant pour les individus. Alors, des cours de partage d'expérience, il y a le Meetup Sobriété numérique, qui est organisé par Richard Hanna et quelques autres. Il y a le Richard Hanna qui a un podcast qui s'appelle Técologie, qui parle de sobriété numérique. Il y a une mailing list numérique responsable. Et il y a pas mal de choses qui existent. Donc, en cherchant un peu, vous avez plein d'outils. Quelqu'un a levé la main, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des agences qui sont spécialisées en éco-conception, comme Fairness par exemple. Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, mais il y en a quelques-unes. Est-ce que c'est une spécialisation valable? Je ne sais pas trop. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que, comme beaucoup de pratiques, comme l'agilité ou comme Mobile First, par exemple, il y aura quelques spécialistes au début et ensuite il y aura quelque chose qui pourrait se répandre. En fait, comme je l'ai montré, c'est plus une façon de voir des bonnes pratiques qui existent déjà que quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est une spécialisation? Je ne sais même pas. Alors, une lampe allumée pendant une journée, 30 emails. Alors, il y a plein de stats qui viennent de partout. Ça a un impact envoyer un email. Comparé à une ampoule, je ne sais pas si déjà c'est quoi comme une ampoule. Est-ce que c'est une LED? Est-ce que c'est une halogène? Est-ce que c'est et enfin, ce chiffre-là, il vient de où? Il a été fait comment? Par exemple, même le chiffre jet ils ont fait un rapport sur la vidéo en ligne, donc la vidéo qui fait 1000 milliards de mails. En termes de bande passante, c'est énorme par rapport à l'email, donc ça fait forcément autant plus d'impact. Donc, même peu importe que ce soit une ampoule ou un millième d'ampoule, la vidéo fait forcément 1 milliard de fois plus qu'un email. Donc, c'est pas, ça change rien à l'ordre de grandeur. C'est-à-dire si vous économisez un email ou une vidéo, il vaut c'est toujours beaucoup mieux d'économiser de la vidéo. Après, le chiffre projet, justement, c'est violemment planté apparemment sur l'impact de la vidéo en ligne parce qu'ils ont par exemple confondu les bits et les octets. Il y a plusieurs erreurs dans le rapport et ça m'a pas mal déçu parce que j'ai eu le rapport, j'aime beaucoup parce que je dis tout ce qu'ils font, etc. Et ça m'a pas mal déçu. Donc, c'est pas une attaque, hein, mais en fait, c'est compliqué. Donc, il y a d'autres gens qui ont regardé, il y a d'autres experts, donc il y a des débats en ce moment. Du coup, le chiffre en question est à prendre avec des pincettes. Mais de toute façon, ce sera forcément plus intéressant de s'intéresser à la vidéo qu'aux emails. Vous pouvez économiser les emails si vous voulez, mais ce n'est pas forcément la première chose à faire. Pour réduire le poids des photos et des vidéos, il y a les tutos. Il y a par exemple je crois que c'est Gauthier Roussil qui a fait sur le site du Shift Project un tuto pour réduire le poids des vidéos. Vous pourrez retrouver, je pourrais vous le retrouver. Je crois que je dois même l'avoir en bookmark. J'en ai trop, je ne vais pas le retrouver facilement. Mais oui, je pourrais vous le retrouver, ça existe. Du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, je pense que alors je sais pas trop combien de temps il reste pour les questions du coup parce que je sais pas trop, est-ce que j'ai une limite ou est-ce que Tu je peux peux y répondre au aller. maximum de gens? Jusqu'à D'accord. 17h, il n'y a pas de souci. Donc, pour le moment, si tu as du temps, tu peux continuer à répondre aux questions. Apolline a trouvé le lien dont je parlais. Merci. Oui, donc j'étais là, effectivement, réduire le poids des photos, des vidéos. Pour les photos,
selon le niveau que vous voulez faire. Après, il y a plein de tutos avec ImageMagick pour réduire la taille, etc. C'est pas évident parce que les réglages peuvent, selon le type d'image que vous avez, soit être nickel et rendre très très bien, soit casser complètement l'image et rendre tout dégueulasse. Donc après, c'est toujours au cas par cas. Tout ce qui est tuning, c'est vraiment au cas par cas selon les usages à voir, mais ça se trouve relativement facilement sur un moteur de recherche. Alors, c'est une question intéressante de est-ce qu'un jour il y aura des obligations légales de ne pas consommer trop de données. Ça pourrait être, c'est une option pour forcer la sobriété numérique de dire le forfait au lieu d'être infini comme maintenant, en tout cas en Wi-Fi, enfin en filaire, au bout d'un certain temps on se met à payer. Et du coup, c'est la façon la plus neutre de le faire, de dire au bout de X gigas, ça devient plus cher. Plutôt que de dire en fait c'est tel usage, par exemple on bride Netflix mais on laisse passer la vidéoconférence, Zoom par exemple. Est-ce que, il y a peut-être des usages de Zoom qui sont moins bien que des usages de YouTube qui permettent de réparer des plomberies ou de sauver des vies en expliquant comment faire des masques avec des chiffons. Donc, juger l'usage selon un nom de domaine ou selon, c'est pas forcément bonne façon. Par contre, faire confiance aux gens pour prioriser leur consommation à partir d'un forfait et d'un signal prix, ça peut être une meilleure option. C'est ce que moi je préfère. CleanFox, CleanFox, je conseille pas parce que, comme disait les mails, c'est pas forcément ce qui est prioritaire, même si c'est pas rien, c'est toujours beaucoup moins impactant que de la vidéo, des photos ou d'autres choses. Et CleanFox, je sais pas trop ce qu'ils font après avec, je pense qu'ils utilisent les données, d'une façon ou d'une autre, ils utilisent vos données pour se financer. Donc, personnellement, je pense pas que ça soit intéressant. Dark mode, je pense que c'est une question de goût, qu'est-ce qu'on aime avoir comme, est-ce qu'un mode sombre, un mode clair. Du Relief Metal, je sais pas trop quel impact ça a. Ça dépend des types d'écran. Je sais qu'il y a des types d'écran où si on a toujours la même image, par exemple un logo en bas à droite de l'écran, à force l'écran est abîmé et ça se voit. Mais je pense que c'est plus le cas des écrans maintenant. C'est obsolète. Et en fait, le mode sombre permettait d'économiser l'électricité quand il y avait des écrans cathodiques. Quand c'était vraiment le canon à électrons derrière. Maintenant, c'est des LED, il y a toujours la lampe allumée de toute façon, que ce soit en mode sombre ou pas en mode sombre, donc ça change rien. Je pense que c'est pas intéressant. Est-ce que ça demande d'être plus à l'aise financièrement? Sans doute. Après, c'est comme tout, en fait, c'est toujours l'espoir que si on conçoit bien dès le départ, comme toutes les bonnes pratiques dans le logiciel, si on le fait souvent et tôt, ça coûte pas trop cher. Si on se dit après on optimise et qu'on passe du temps, une fois que c'est déjà fait, à optimiser, du coup c'est un surcoût forcément. Je redescends. Euh, je vais recopier, vous ne l'avez pas effectivement, mais je vais recopier le lien du Shift Project qui a été envoyé. Il y a aussi un petit lien qui a été envoyé. Alors, je ne vais pas regarder, mais c'est ce que Anthony Evelyn a envoyé pour réduire le poids des images. Alors, des sources, je vais vous retrouver tout ça. Alors, écologie. Donc, le podcast dont je parlais, ça reste au premier plan. On va retrouver. Voilà. Donc, voilà, le podcast dont je parlais est de Richard Hanna. GreenIT.fr qui est incontournable. Là-dessus, alors, en explorant ce site-là, vous allez trouver énormément de choses. Il y a le collectif numérique responsable, il y a les formations, il y a les livres, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment la référence. Le thème sur l'identité numérique est à la mode en ce moment, et oui, c'est vrai, et c'est en partie dû
au rapport du Shift Project qui a fait 2 rapports et demi maintenant, donc sur l'ICT, le focus sur la vidéo dont je parlais qui a été un peu critiqué, et bientôt le rapport sur déployer la sobriété numérique, et aussi au travail de Greenity.fr qui a aussi sorti des études. Il y a une étude qui est sortie fin 2019 qui est aussi une référence. Normalement, je dois la voir. Je vais aussi essayer de vous retrouver le tuto. Pas non, vous cliquez dans la ligne, ça ne sert plus. Alors, il y a faut que je fasse une organisation un peu plus efficace pour ça. J'ai trop de mal à scanner. Alors, est-ce qu'il vaut mieux stocker sur un disque dur externe ou utiliser le cloud? Si vous avez déjà le disque dur externe, oui. Si vous l'achetez exprès, non. Enfin, là c'est implicite. Après, il faudrait mesurer, il faudrait faire vraiment qu'est-ce que ça implique côté cloud, qu'est-ce que ça implique côté local. Mais l'idée, c'est d'éviter d'utiliser plus de terminaux. Donc, si vous utilisez des terminaux qui sont mutualisés sur un cloud avec d'autres gens, surtout si c'est très peu de données, c'est intéressant. Si vous achetez un nouveau disque dur, c'est moins intéressant. Et oui, le disque dur externe n'est pas immortel. Et même au niveau, alors là, c'est pas au niveau sécurité des données, si vous avez tous vos disques durs au même endroit, genre votre ordinateur portable et votre disque dur de sauvegarde dans le même appartement, bah, si l'appartement brûle, les deux brûlent. C'est pas forcément Alors, l'étude dont je parlais, elle est bien sûr ici. J'aurais dû commencer par là. L'étude de greenIT.fr sur l'impact écologique numérique de fin 2019. Je peux aller sur. En fait, ça plus de rechercher dans Google, dans Quant, que de chercher dans les bitmarks. Donc, les publications sur le numérique. Donc, il y a le rapport intermédiaire, effectivement. Alors, un truc dont je peux parler aussi, c'est il y a une extension Firefox qui permet de mesurer votre consommation d'énergie en ligne. En gros, il regarde combien de données vous transférez et il calcule avec les chiffres du Shift Project quel impact ça a. Donc le rapport qui a un peu lancé la mode, je pense, c'est celui-là sur l'ICT du Shift Project. L'extension Carbonalizer ici, qui permet de mesurer sa consommation de données et de voir l'impact. Donc, vous pouvez choisir le mix électrique français et dire, OK, ça consomme autant de grammes de dioxyde de carbone. Il y a un gros focus énergie sur le Shift Project, mais voilà. Ah, c'est pas mal. C'est très bon travail, Charles Gervais. Bravo, je vous félicite. Donc, je lis parce que vous n'avez pas les messages et qu'ils ont fait une utilisation de mémoire sur leur AWS. Et ils ont sauvé 300 arbres par an, a priori. Très bon travail. Je crois qu'AWS, il y a des articles, il y a aussi à regarder avec le recul, mais qui comparent les engagements de Microsoft, de Google et d'Amazon au niveau écologique. Et autant Microsoft, c'est les meilleurs parce qu'ils soutiennent la recherche, ils donnent des milliards à la recherche. Et Google et Microsoft ont tous les deux une grosse politique d'utilisation d'énergie renouvelable, donc renouvelable intermittent, éolien, solaire, etc. Éolien solaire. Je ne mélange pas les mots. Par contre, Amazon, c'est moins évident parce qu'ils ont un objectif lointain de 2050 de neutralité carbone, mais c'est sous la pression des employés, etc. Et ils sont moins bons de ce niveau-là.
Non, c'est pas les bons dans l'histoire, effectivement. C'est moins obscur. Les autres fournisseurs Google et Microsoft sont meilleurs. Ils sont plus transparents et ils ont vraiment des engagements qui sont plus concrets. Après, il y a aussi des inconvénients du style, ils font du business avec des gens qui font du charbon ou qui font des choses, qui font de la déforestation, etc. Parce qu'ils font du business avec tout le monde. Et du coup ces gens-là aussi. Je regarde le lien Green Concept. Je pense que j'ai déjà vu passer, mais oui, j'ai déjà vu passer. Donc je vous le remets. Donc c'est un des participants qui s'appelle Geoffrey Keruel qui a mis un lien avec 45 pratiques d'éco-conception. Je ne sais pas si c'est le même. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais pas traitées, que vous voulez reposer ou revoir? Parce que j'ai scanné le texte, mais j'ai pas forcément tout lu et tout en tête. Donc si c'est des choses que vous voulez revoir, dites-moi, je m'efforcerai d'y répondre. Est-ce que les web apps disposent sur Android sont un levier pertinent en espérant un déploiement sur iOS? Alors, de quelle web app on parle et qu'est-ce qu'elles font? Des progressives web apps? Les progressive web apps, c'est intéressant parce qu'on économise de bande passante, parce qu'on utilise mieux les caches grâce au web worker, etc. Ça fait partie des trucs de performance web qu'on peut utiliser. Oui, progressive web apps, c'est une technologie intéressante pour économiser d'interactions client-serveur et économiser de la consommation de réseau et optimiser au niveau client. Alors, il y a Camille Kozlik qui nous parle de compensation. Donc effectivement, la compensation en soutenant des projets de reforestation, etc., il faut faire attention parce que ils sont pas forcément, c'est pas forcément très transparent ce qu'ils font et c'est pas toujours les bonnes choses au niveau vraiment environnemental et biodiversité. J'ai vu passer que c'était une interview hier ou avant-hier de Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente d'un des groupes du GIEC, qui est paléoclimatologue et qui dit qu'elle compense ses émissions avec Reforest Action et qu'elle était allée sur le terrain voir ce qu'ils faisaient, c'était pas mal. J'ai pas encore, moi j'ai pas creusé plus, mais c'est une des coprésidentes du GIEC qui le dit, donc je pense que c'est plutôt fiable. Voilà, Reforest Action, ils ont une bonne presse. Alors, Clémence Magnin qui me demande est-ce que c'est intéressant d'avoir des solutions qui aident les gens à réduire leur usage de smartphone, mettre en place des solutions qui aident les gens à réduire leur usage du smartphone et adopter les bons gestes. Oui, c'est intéressant. Trier les applications de notification, les mails. Alors, c'est un peu comme les mails, donc pour les A comber, est-ce que, alors c'est un peu comme les mails, c'est que c'est intéressant au niveau mental, c'est-à-dire c'est moins de notifications, vous êtes plus en paix, enfin vous n'êtes pas interrompu, vous êtes moins interrompu dans ce que vous faites, vous avez moins de sollicitations qui vont réduire votre durée d'attention. Après, les notifications, c'est un peu le même protocole que les SMS, et c'est parmi ce qui c'est le plus efficace en termes de communication client-serveur. Les SMS, c'est ce qui est le plus efficace, l'application, c'est un peu au-dessus, et après il y a les mails, etc. Donc au niveau échange client-serveur, c'est pas forcément intéressant au niveau environnemental. Par contre, au niveau addiction aux écrans, au niveau interruption, au niveau temps d'attention, c'est un plus. Moi j'ai quasiment rien qui me notifie, il n'y a que les humains. Donc les applis de messages qui ont le droit de me notifier, mais tout le reste c'est interdit. Il y a les notifications sont désactivées. On m'a dit que le live serait filmé, que tout serait disponible. Alors, je ne sais pas sur quelle plateforme, j'imagine une plateforme de vidéo populaire ou peut-être quelque chose de propre à Malte. Non, ça sera disponible sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, donc tout sera disponible et si vous avez raté le début, le milieu, la fin, ce sera vous pourrez le revoir. Est-ce que les requêtes représentent une grosse consommation d'énergie?
oui et non. Oui. Bah, en fait, les moteurs de recherche ont une grosse consommation d'énergie. Après, ils ont des caches, par exemple, les requêtes qui sont fréquentes, elles se consomment moins par rapport au nombre de gens qui en font. Et enfin, encore une fois, c'est le réflexe qu'on a de se dire, euh, mais je pense qu'on a tous un peu ce problème-là en première approximation. On a tendance à se dire c'est ailleurs en fait. L'impact, c'est pas mon ordinateur, c'est pas chez moi, c'est forcément un data center quelque part, un moteur de recherche, etc. Euh, et en plus, en fait, c'est deux biais. On a un biais de se dire c'est pas chez moi. C'est pas forcément très clair parce qu'il faudrait que je creuse un peu ce sujet-là, mais on a un biais pour se dire c'est pas chez moi, alors que l'essentiel de l'impact, c'est la fabrication des terminaux des utilisateurs, vraiment les deux tiers. Et donc il y a un biais, c'est pas chez moi, et il y a aussi un biais, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? C'est supprimer les emails, faire moins de recherches, etc. Alors qu'en fait, les trucs qui ont vraiment un impact, c'est de garder votre ordinateur 15 ans au lieu de 5 ou de 3, ou de garder votre téléphone, ou de louer un Fairphone. C'est vraiment des choses qui ont vraiment un gros impact. C'est un peu plus dur, mais c'est vraiment plus intéressant. Euh, comme c'est pareil pour d'autres aspects de l'impact écologique. Si vous voulez économiser, je ne sais pas, en impact sur les gaz à effet de serre, si vous allez, au lieu d'aller au supermarché en voiture, vous allez à vélo une fois par semaine. Donc, voilà, mettons que vous deveniez végétarien pour économiser des gaz à effet de serre, ce qui est très bien, ça marche, hein, parce qu'effectivement, la viande rouge, ça consomme beaucoup de gaz à effet de serre. Mais qu'après, vous partez en vacances 2 fois par an au bout du monde. En fait, moi, j'avais fait le calcul que pour un transatlantique, il faut être végétarien pendant 5 ans pour rattraper le vol transatlantique. Juste en émission de gaz à effet de serre. Après, il y a d'autres choses, il y a la cruauté envers les animaux, etc. Mais juste pour les gaz à effet de serre, si on prend que cet aspect-là, il faut être végétarien 5 ans pour rattraper un aller-retour Paris-New York. Du coup, il faut prioriser. Si vous partez autour du monde 2 fois par an et que vous êtes végétarien, faites quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de le faire? Et c'est un peu le même principe en disant je supprime mes mails, mais je vais sur Netflix. Vous avez fait quelque chose, ça ne sert pas complètement à rien, mais les niveaux de grandeur ne sont pas là. Vous n'êtes pas au bon endroit pour avoir le plus d'impact. Alors, garder les appareils en fait permet de les gagner plus longtemps. Alors moi, j'ai une histoire là-dessus, c'est que à une époque, j'éteignais ma box pendant toutes les nuits. Donc, j'ai une prise avec un interrupteur. Et j'avais mis la box dessus. Pour tout alors, dessus, il y a la télévision, par exemple. On ne sert jamais de la télévision, mais bon, elle est là. J'avais mis la box et j'éteignais. À chaque fois que je partais de chez moi ou que j'allais me coucher, je l'éteignais. Et au bout de quelques semaines à faire ça, elle recommençait à déconner, à rebooter de temps en temps pendant que j'étais en train de naviguer. Paf, ça rebootait. Et je me suis dit, merde. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Est-ce que c'est consommer quelques wattheures pendant la nuit d'électricité ou est-ce que c'est fabriquer une nouvelle box quand elle ne marchera plus? Parce qu'en plus, ça ne se répare pas trop. Enfin, c'est plutôt genre, on la renvoie à Orange et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et donc, j'ai fait un petit débat de 2-3 secondes avec moi-même et je me suis dit, bon, je vais plutôt arrêter de la rebooster tous les jours et faire en sorte qu'elle dure plus longtemps. Après, je pense que ça dépend des appareils, parce que les appareils qui sont plus faits, par exemple les imprimantes, en fait, ça consomme quasiment autant. Il y a des gens qui avaient fait les tests, les imprimantes, elles consomment quasiment autant en étant éteintes qu'en étant allumées quand elles sont branchées. Donc là, pour le coup, si vous coupez le courant, moi, mon imprimante, elle a plein de défauts, elle marche plus trop maintenant, mais quand elle est débranchée et que je la rallume, ça pose pas de problème. Donc là, je pense que c'est des choses il faut regarder au cas par cas. Donc, sur la veille, pas veille, ça dépend des appareils, ça dépend comment ils sont faits. Une box, c'est fait pour tourner tout le temps, malheureusement. Donc il y a les box, apparemment les box de chez Free supportent beaucoup mieux le fait d'être éteintes tous les jours. Moi, celle d'Orange, elle aime pas du tout. Du coup, c'est encore une fois cas par cas. Ouais. Bon, apparemment, les box Orange sont reconditionnées au moins 5 fois, mais ça, c'est une très bonne chose. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les infos. Euh, on est a priori méfiant en se disant, je ne sais pas trop ce qu'ils vont bien faire, mais effectivement, les gens font peut-être de très bonnes choses. Donc, bravo Orange, et donc si la box est en panne, je saurai qu'elle est entre bonnes mains. Je vois aussi qu'il y a plein de gens qui sont bien renseignés, qui sont venus aujourd'hui et qui permettent de compléter ce que je dis, c'est très bien.